OASI est une application de gestion de base de données flexible et open source développée par nous, Euridocs, pour les défenseurs des droits de l'homme qui en ont besoin pour gérer des collections d'informations. Cet outil est très utile surtout pour les acteurs qui documentent des cas de violation, vu que OASI possède un certain nombre de fonctionnalités. L'application OASI a été développée pour permettre aux défenseurs des droits de l'homme de gérer des collections d'informations importantes. Et OASI a un certain nombre de fonctionnalités qui facilitent ce processus. Et ce sont ces fonctionnalités que nous allons visiter ou présenter au cours de cette démonstration. Sur OASI, une fois que vous avez une base de données, nous l'appelons une instance. Et nous, à Euridocs, nous générons donc des instances d'OASI gratuitement pour tout défenseur des droits de l'homme ou toute organisation souhaitant utiliser l'outil. Vous avez donc à l'écran un exemplaire ou un exemple de ce à quoi ressemble cette instance-là une fois que vous y avez accès. Une fois donc que vous avez accès à cette instance, vous avez la possibilité d'y ajouter toutes sortes d'informations ou de données pour former une collection. OASI est un outil qui vous permet donc de saisir et de stocker facilement des informations de tout type de format. Vous pouvez y stocker des informations sous format de texte, vous pouvez y stocker des fichiers PDF, vous pouvez stocker des photos, des images, des fichiers vidéo, des fichiers audio ou tout autre matériel que vous jugez nécessaire à votre travail de collection des informations liées au cas de violation des droits de l'homme. En plus de cela, l'une des principales caractéristiques d'OASI est la possibilité de traiter et de rechercher de grands volumes de texte dans des documents PDF. En plus de ce traitement, vous avez la possibilité d'ajouter des balises qui vous permettent donc d'identifier des sous-sections de ce document PDF et d'y avoir accès facilement. Vous pourrez donc établir des liens entre des pages ou des éléments contenus dans votre PDF avec certaines informations telles que vous le voyez sur la présentation actuelle ou une déclaration de la Commission économique de la CEDEAO. Vous constatez que des sous-sections de cette déclaration sont liées à des documents importants tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toutefois, vous aurez sûrement noté que dans le processus de transcription d'un document papier en un document PDF, vous avez parfois à les scanner. Et dans pareil cas, vous avez donc des pages qui, au lieu d'être facilement lisibles, sont des images ou des pages dont l'information ne sont pas reconnaissables par une machine. Pour cette raison, nous avons optimisé OASI afin de répondre à ce besoin. Nous avons développé une fonction que nous appelons OCR, ou reconnaissance optique de caractère, qui vous permet donc de convertir ces pages-là contenant des informations présentement inaccessibles de manière à ce que celles-ci soient lisibles par une machine afin que vous puissiez maintenant exploiter ces informations. Ce service OCR est disponible dans OASI et fonctionne avec plusieurs langues. Elle n'est pas limitée uniquement à l'anglais ou au français, mais elle reconnaît un certain large nombre de langues. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez utiliser OASI? Tout d'abord, il est important de créer une structure de données dans OASI afin que vous puissiez organiser vos différents types d'informations. Dans l'exemple que vous allez voir, je me suis connecté à OASI en tant qu'un utilisateur et je collecte des informations relatives à des types de violations, en particulier de droits de l'homme. Ces types de violations incluent des incidents de violation, mais également incluent la collecte d'informations sur les victimes, par exemple, ou les auteurs présumés ou confirmés. Dans ce cas de figure, il est important donc de commencer par organiser ces informations en 3 catégories. La première étant l'événement même, c'est-à-dire le cas de violation. La seconde étant un profil pour la victime et la troisième étant un profil pour l'auteur. Dans OASI, vous pouvez donc configurer chacune de ces catégories qui vont servir de récipient aux informations spécifiques que vous aurez à entrer. Ces catégories-là sont appelées dans OASI des modèles. Et comme vous pouvez le voir sur la démonstration en cours, nous avons donc, en allant dans les paramètres, en tant qu'utilisateur administrateur, mais nous reviendrons dessus, un sous-menu modèle qui vous permet donc d'ajouter un modèle qui sont en réalité les différentes catégories dont nous venons de parler. Au sein donc de ce modèle, vous pouvez attribuer un nom et vous avez également la possibilité donc d'ajouter des champs spécifiques aux différentes informations que vous y ajouterez. Par exemple, le titre du cas,
Ensuite, des informations pertinentes telles que la date de l'incident peuvent être ajoutées en ajoutant un champ date. Et vous pouvez noter que ce champ-là est spécifique au type d'information entrée, en l'occurrence la date. Vous avez également la possibilité d'entrer des informations texte et dans ce cas, le lieu de l'incident que vous pouvez également ajouter à votre modèle. Vous pouvez également ajouter un paragraphe tout entier qui va correspondre dans notre cas à la description de l'incident. Ainsi, dans OASI, vous avez la possibilité donc d'entrer ces différentes catégories d'informations avec lesquelles vous travaillez de manière à ce qu'elles représentent ce type d'informations-là sous forme de modèle. Dans notre exemple, nous avons uniquement entré un modèle lié à l'enregistrement de l'incident, mais vous avez également la possibilité de faire de même pour les modèles liés à la victime et à l'auteur en lui-même. Une fois que vous avez configuré vos différents modèles qui représentent les catégories d'informations auxquelles vous voulez avoir accès dans OASI, il se peut que vous rencontriez à un niveau où vous exprimez le besoin de définir une liste d'options, une liste de termes que vous voulez associer à un champ qui sera un champ de sélection ou de multisélection. Dans OASI, ces listes de termes-là que vous pouvez définir sont appelées thésaurus. Donc, pour pouvoir ajouter des thésauries, vous pouvez également accéder à vos paramètres et ainsi définir des listes de thèmes que vous aimeriez accéder à chaque fois que vous sélectionnez ces derniers au moment d'entrer ces informations-là. Une fois que vous avez créé vos modèles en définissant les différentes propriétés, une fois que vous avez également défini vos thésaurus que nous avons expliqués comme étant des listes d'options, vous avez la possibilité de commencer à ajouter à cette collection du contenu. Et chaque information ou chaque élément d'information que vous enregistrez est appelé dans OASI une entité. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, cette entité-là représente donc l'ensemble des informations liées au cas 31 que vous pouvez voir de manière plus détaillée à la droite de votre écran. Une fois que vous entrez un grand volume d'informations, vous avez la possibilité d'afficher ces informations ou entités de plusieurs manières. La première forme d'affichage est la vue sous forme de tableau. Comme son nom l'indique, vous pouvez donc afficher toutes vos informations liées aux entités créées dans OASI dans une forme de tableau, où vous avez chacune des sous-sections correspondant aux colonnes dans le tableau. Vous avez également la possibilité de l'afficher sous forme de carte. Et quand nous parlons de carte, nous parlons de ces rectangles-là qui donnent un aperçu de toutes les informations liées à une entité. Enfin, au cas où vous avez défini une propriété ou un champ lié à la géolocalisation d'un événement en particulier, vous avez la possibilité de l'afficher sur une carte géographique où chacun des éléments associés à une géolocalisation, c'est-à-dire une longitude et une latitude sur la carte, sont affichés sur la carte comme un point. Vous avez donc, comme le montre la présentation, la possibilité de voir l'ensemble des cas associés à un point en particulier sur cette carte géographique. Voici donc les trois types d'affichage auxquels vous aurez accès dans OASI. Un autre élément important lié au processus de documentation des informations est la possibilité d'établir des relations entre ces éléments d'information. Puisque ces informations-là, de manière isolée, ont moins de sens, il est important que les documenteurs des droits de l'homme puissent établir ces corrections. Et c'est tout à fait possible avec OASI. Comme vous pouvez le voir dans le cas, en l'occurrence, d'un cas de violation, vous avez la possibilité d'établir un lien entre le cas en lui-même et le profil d'une victime. Dans OASI, cette possibilité est appelée relation ou connexion et vous avez comme la possibilité de le faire. Nous avons une fonctionnalité dans OASI qui s'appuie sur la capacité à établir des relations entre différentes entités. Donc, une fois qu'une relation est établie, par exemple, entre un cas de violation et le profil d'une personne, dans OASI, vous avez la possibilité de transférer ces informations d'une entité à une autre. Comme vous pouvez le voir sur l'exemple, présentement, nous sommes en train de remplir le profil d'une personne qui, dans le cas de notre exemple, servira de victime. Une fois que vous aurez établi cette connexion entre ce profil de la victime et un cas de violation des droits de l'homme, une fois que la fonction d'héritage est activée,
vous constaterez que des informations clés liées au profil de la victime seront donc transférées sur le profil du cas de l'incidence. Vous pouvez faire ce transfert-là avec une information, et là nous parlons d'un cas d'héritage simple, mais vous pouvez également effectuer ce transfert-là pour plusieurs informations, et là nous parlons de multi-héritage. En l'occurrence, des détails tels que le nom complet de la victime, la nationalité de la victime et son âge sont des informations qui sont héritées directement sur le profil de la violation à travers ces fonctionnalités-là. Comme vous pouvez le voir, son nom complet, sa nationalité et son âge apparaissent directement sur le profil du cas de la violation, et ceci à travers la fonctionnalité d'héritage ou de multi-héritage. Une fois maintenant que vous avez pu organiser le contenu de votre base de données, vous avez la possibilité de l'explorer et de tirer des informations de différentes manières. Comme vous pouvez le voir dans la démonstration qui s'affiche présentement, vous avez une série de filtres apparaissant à la droite de votre écran qui vous permettent non seulement de souscrire des sous-sections de votre base de données, mais également d'y afficher des statistiques s'y référentes. Une fois que nous sélectionnons par exemple un formulaire de soumission, vous voyez que vous pouvez sélectionner le type de violation associée, le statut de cas, afin qu'automatiquement vous voyez les entités qui répondent à ces paramètres-là, et en plus voir les types de statistiques associées à cela. Donc, c'est également une fonctionnalité d'Oisy qui est très pratique. Vous pouvez également parcourir votre base de données en effectuant une recherche par mots-clés ou expressions. Par exemple, dans l'exemple que vous regardez présentement sur la présentation, j'effectue une recherche en utilisant le mot-clé détention. Automatiquement, cela vous fait apparaître les différentes entités comportant ce mot-clé et vous donne donc des statistiques liées aux résultats de cette recherche. Vous pouvez également appliquer des filtres pour pouvoir sous-sectionner ce résultat-là en fonction de vos différents paramètres. Une fois que vous avez également ajouté suffisamment d'informations dans votre base de données, en plus de les filtrer, en plus d'effectuer des recherches en utilisant des mots-clés, vous avez la possibilité de visualiser ces données sélectionnées dans un graphique ou sur une carte. Présentement, le processus de visualisation demande un certain niveau d'expertise vu que cela demande d'écrire quelques lignes en HTML, mais cela est bel et bien possible. Dans l'exemple que vous verrez, dans le cadre d'une base de données développée en Corée, qui est accessible publiquement, vous verrez que les différentes victimes ou les différents cas de les différents auteurs peuvent être représentés à travers ce graphe-là. Ce graphe-là montre le nombre de victimes par an en fonction de l'année. Et chacune des barres de ce graphique, vous pouvez cliquer dessus pour avoir plus d'informations. Vous pouvez également voir, comme je le mentionnais précédemment, les différentes informations sur une carte puisque des paramètres liés à la géolocalisation y ont été associés. Vous pouvez donc présenter les données contenues dans votre base de données de différentes manières, à travers des graphes ou sur une carte. En plus de cela, nous sommes très fiers de mentionner qu'Oisy peut être contextualisé dans plus de 180 langues, tant au niveau du contenu qu'au niveau de l'interface utilisateur. Si vous avez ou vous gérez des informations d'une base de données multilingue, vous avez la possibilité, en allant dans vos paramètres, d'ajouter des langues, de les sélectionner et ensuite de traduire l'interface d'Oisy pour refléter ces langues. Comme le montre également cette démonstration qui s'affiche à l'écran, vous pouvez constater que dans cette base de données, les langues anglaises et françaises ont été préconfigurées. Vous pouvez toutefois aller dans les paramètres, aller dans la sous-section langue, et ensuite vous voyez que l'anglais et le français y sont. Mais vous avez en dessous la liste des 180 autres langues que vous pouvez ajouter. Que ce soit une langue locale ou une langue internationale, tant qu'elle est listée, vous pourrez l'ajouter et nous travaillons constamment à augmenter cette liste de langues. Pour ce cas de figure, nous allons donc ajouter une langue additionnelle qui est l'espagnol que vous pouvez retrouver dans la liste. Une fois que celle-ci, vous la retrouvez, vous n'avez qu'à la sélectionner et ajouter cette dernière en cliquant sur « Ajouter une langue ». Voilà, nous ajoutons donc la langue espagnole comme vous pouvez le voir et vous constatez qu'au-dessus, nous avons donc 3 menus anglais, français et espagnol.
Lorsque vous allez dans traduction, vous avez donc la possibilité de traduire chaque sous-section de l'interface dans les différentes langues activées, à savoir l'anglais, le français et l'espagnol. Vous pouvez également importer ces traductions-là dans un fichier CSV. Outre, vous avez également ce bouton-là qui apparaît en haut qui vous permet d'effectuer des traductions directement en sélectionnant un mot et en le traduisant à l'aide de ce menu. Dans le cas de figure, j'ai ajouté un S à publier qui s'est automatiquement reflété sur la version française. Donc, voici comment dans OASI, vous pouvez ajouter plusieurs langues et traduire le contenu de votre base de données dans les différentes langues ajoutées. De plus, si vous travaillez en équipe, OASI dispose de fonctionnalités importantes pour soutenir le travail collaboratif. En effet, dans OASI, vous avez la possibilité de créer autant de comptes utilisateurs que vous le souhaitez. En fonction du rôle et de la responsabilité de ces utilisateurs, vous pouvez attribuer différents niveaux de permission aux membres de cette équipe, individuellement ou en groupe. Dans OASI, nous avons donc différents niveaux de permission qui varient en fonction des rôles. Donc, sur la diapositive ou sur la démonstration que vous voyez, vous constatez donc, une fois que vous allez dans Paramètres, vous pouvez accéder au menu montrant les différents utilisateurs qui ont accès à la base de données. Vous pouvez donc ajouter un utilisateur et pour l'ajouter, vous pouvez donc définir son adresse email, son nom d'utilisateur et son mot de passe. Un élément important dans l'ajout d'un utilisateur est le rôle. Et comme vous pouvez le voir, nous avons trois types de rôles. Un rôle administrateur, un rôle éditeur et un rôle collaborateur. Ces rôles varient en fonction des différents niveaux de permission, comme je le disais. Un administrateur a accès à l'entièreté de la base de données, à tous ses paramètres et à la possibilité de le modifier comme bon lui semble. C'est on peut dire, un super utilisateur. Un éditeur, par contre, n'a accès qu'au contenu de la base de données. Ce dernier n'a pas accès aux paramètres qui permettent de configurer la base de données. Il ne peut que voir son contenu, le modifier ou l'éditer selon son bon vouloir. Enfin, nous avons donc les collaborateurs qui, par défaut, ne peuvent qu'entrer des données dans la base de données. Mais vous avez la possibilité de leur assigner des rôles supplémentaires en fonction du cas. Comme vous pouvez le voir, tous les rôles ne sont pas cochés vert, mais vous avez la possibilité de les attribuer au cas par cas. Donc, voici brièvement les différents rôles d'utilisateurs dans OASI et comment chacun de ces rôles varie l'un avec l'autre. Maintenant, nous allons voir donc comment de manière pratique cela se matérialise. Comment se matérialise l'octroi de l'accès à une sous-section de la base de données en fonction du rôle. Pour ce faire, nous allons donc voir une brève démonstration où nous avons deux cas. Nous avons un cas où l'utilisateur est administrateur et un cas où l'utilisateur est un collaborateur. Et nous allons voir donc comment l'administrateur peut donner accès à des sous-sections de la base de données aux collaborateurs. Ainsi, voici donc la base de données dans son entièreté contenant 16 entités visées par l'administrateur. Et voici ici l'interface du collaborateur où il ne voit absolument rien. L'administrateur a la possibilité de sélectionner 4 cas et de partager l'accès à ces cas-là à un individu en particulier ou à un groupe. Il n'a qu'à taper son nom et une fois qu'il le sélectionne, peut définir si ce dernier peut voir uniquement le contenu ou l'éditer. Pour ce premier test, choisissons voir et retournons au niveau du cas du collaborateur qui ne pouvait accéder à aucune sous-section, mais une fois que l'accès lui a été donné, vous constatez qu'il peut avoir accès maintenant aux 4 cas dont l'accès lui a été partagé. Et l'accès à ces cas, si je recule brièvement, vous constatez donc qu'il ne peut que voir, il n'y a que le bouton « Vu » en dessous. Nous allons donc maintenant retourner au compte administrateur et repartager cet accès-là, mais cette fois-ci en disant que le compte LOSDI peut éditer le contenu. Une fois que nous enregistrons et nous retournons au compte collaborateur, on n'a qu'à rafraîchir. Et après avoir rafraîchi, vous constatez que maintenant, ce dernier peut voir, éditer et effacer le contenu qui lui a été partagé. Donc, voici brièvement comment, en tant qu'administrateur, vous pouvez donner accès à des éléments de votre base de données selon votre flux de travail et les différentes responsabilités de votre équipe. En outre, vous pouvez également configurer votre instance pour recevoir des données du public.
Vous pouvez donc en l'occurrence créer un modèle que vous configurez pour recevoir des soumissions publiques. Ces soumissions publiques prennent la forme d'un formulaire que vous voulez voir dans cet exemple-là où c'est mentionné formulaire de soumission où les différents éléments pertinents à vos informations apparaissent et le public peut donc les remplir, ajouter des pièces jointes, taper le code de vérification et les soumettre. Toutefois, l'administrateur garde toujours contrôle sur les éléments de la base de données qu'il souhaite rendre publics ou visibles par le public. OASI est un outil qui prend également en compte les besoins très sérieux en matière de sécurité des acteurs de documentation des droits de l'homme. L'outil dispose donc de fonctionnalités qui vous permettent de présenter ou de préserver la sécurité de vos informations collectées. Un niveau de sécurité très important et que nous allons voir consiste en l'authentification à 2 facteurs. Tout utilisateur d'OASI, son accès est protégé premièrement par son mot de passe, qui est une combinaison de chiffres et de lettres et de caractères spéciaux uniques connus uniquement de l'utilisateur. Mais pour augmenter le niveau de sécurité, OASI vous permet donc d'activer cette authentification à 2 facteurs qui vous oblige donc à entrer un code généré par votre téléphone portable pour pouvoir authentifier que vous êtes bel et bien le possesseur ou l'utilisateur légitime de ce compte. Comme vous pouvez également voir dans la démonstration, j'ai tenté de me connecter en utilisant mon compte utilisateur. J'ai donc entré mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Mais une fois que je clique sur « Connexion », vous constatez donc que l'application me demande d'entrer un code d'authentification qui est généré par l'application que j'ai sur mon téléphone portable. Une fois que j'ai celui-ci, je génère le code et je n'ai qu'à le taper pour pouvoir enfin avoir accès à la base de données, la rendant du coup plus sécurisée. En plus de l'authentification à 2 niveaux, nous avons également cette fonction très importante dans OASI qui vous permet également d'avoir un meilleur suivi des modifications qui y sont faites. Cela est appelé le journal d'activité et ce journal d'activité retrace toute modification ou tout changement effectué dans l'instance par tous ses utilisateurs. Il les documente non seulement en décrivant le type de modification effectuée, mais également il collecte des informations importantes telles que la date et l'heure à laquelle ces informations ont été effectuées. Également, comme vous pouvez le voir, le nom de l'utilisateur qui a effectué ces modifications également sont consignés. En tant qu'administrateur, vous pouvez donc y avoir accès et ainsi retracer les différentes actions qui ont été menées par le groupe d'utilisateurs ou les individus qui ont accès à la base de données. En plus de ces 2 outils, que sont l'authentification à 2 niveaux et le journal d'activité, nous, à Uridoc, soumettons régulièrement le code d'OASI à des audits de sécurité réalisés par des tiers, c'est-à-dire par des personnes autres que notre équipe, afin de détecter et de corriger les vulnérabilités potentielles s'y trouvant. Donc, nous mettons tout en œuvre pour nous assurer que cet outil est vraiment sécurisé et protège de manière effective vos données très importantes liées aux droits de l'homme. Nous allons donc évoluer sur la prochaine étape de notre présentation. Et cette étape-là consiste à vous présenter 2 outils qui sont intégrés à OASI qui vous facilitent également votre processus de documentation des cas de violation. Le premier outil est développé par un de nos partenaires appelé Horizontal et cet outil est Tela. Tela est une application mobile open source, c'est-à-dire dont le code est libre et accessible à tous, qui sert pour la collecte de données. Elle est actuellement disponible uniquement pour les téléphones Android, mais des travaux sont en cours pour la rendre également accessible sur iOS. Tela est donc une application qui s'installe sur votre téléphone et qui vous permet donc d'entrer du texte, de prendre des photos, d'enregistrer des vidéos ou d'y ajouter des enregistrements audio pour documenter un certain événement. Et Tela est vraiment utile pour les défenseurs de droits de l'homme, notamment les acteurs qui opèrent dans des environnements dangereux. Tout d'abord, nous tenons à préciser que l'intégration de Tela avec OASI sera bientôt disponible dans une prochaine mise à jour de l'application sur le Google Play Store, c'est-à-dire la plateforme où vous prenez toutes vos applications sur Android. Et que pouvez-vous faire donc avec Tela? En premier lieu, vous pouvez cacher l'application Tela sur votre téléphone en utilisant un nom et une icône totalement différentes. Par exemple, vous pouvez donc la déguiser en une calculatrice.
Ensuite, les enregistrements vidéo et photos et audio même que vous collectez à l'aide de TELA sont immédiatement cryptés et sont donc inaccessibles dans la galerie de votre téléphone et inaccessibles pour tout autre individu qui manipule votre téléphone qui n'a pas accès à l'application TELA en elle-même. Seul un verrou secret vous protège ou protège l'accès à ces informations cryptées, comme je le mentionnais, et seul un utilisateur a accès à ce verrou-là, à un mot de passe ou un code que vous entrez. En cas de besoin, TELA dispose également d'un bouton de verrouillage rapide qui ferme l'application et vous permet donc de la masquer. Ce bouton de verrouillage sert également à cacher TELA de la liste des applications récemment utilisées au cas où vous vous sentirez en danger et vous craindriez de vous faire confisquer votre téléphone par un quelconque acteur. En cas d'urgence, vous avez également la possibilité de rapidement supprimer toutes les données sensibles que vous avez recueillies pour pouvoir protéger un accès à ces données-là par une quelconque personne. Enfin, nous, à Euridocs, avons travaillé avec Horizontal pour intégrer cette application TELA à OASI. C'est-à-dire que vous, défenseurs des droits de l'homme, pouvez désormais utiliser TELA pour collecter des informations en toute sécurité sur le terrain et les soumettre directement à votre instance d'OASI. Cela se passe tout d'abord en établissant une connexion entre votre application TELA et votre instance OASI où vous aimeriez enregistrer ces données-là. Une fois que vous aurez accès à l'application, vous n'aurez qu'à ajouter une nouvelle connexion à ce serveur-là dans l'application TELA. Une fois que ceci est fait, vous aurez accès à tous les différents modèles qui ont été configurés dans votre base de données OASI. Et vous vous rappelez, nous avions expliqué qu'un modèle représente une catégorie d'informations que vous aimeriez enregistrer dans OASI. Une fois que vous connectez TELA à OASI, toutes ces catégories d'informations, en l'occurrence le profil d'une victime, le profil d'un auteur présumé ou confirmé, et ou le profil même de l'incident que vous aimeriez reporter, vont apparaître dans TELA, où vous pouvez sélectionner donc le modèle ou le type d'information qui est pertinent pour votre travail de l'instant. Une fois donc que ceci est fait, vous pourrez donc entrer des informations comme vous les faites dans OASI à partir de votre application TELA. Et toutes les différentes propriétés de date, de sélection énigme, de sélection multiple ou de relation apparaîtront dans TELA et vous pourrez donc entrer ces informations en toute sécurité. En plus, avec TELA, vous avez la possibilité d'ajouter non seulement du texte, mais également des images, des coordonnées de géolocalisation, des vidéos, des documents et d'autres fichiers. Une fois donc le formulaire rempli, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de soumettre ces informations immédiatement et ainsi elles seront directement transmises dans votre instance d'OASI ou vous pouvez sauvegarder ces informations comme brouillon et les soumettre plus tard. Cette fonctionnalité-là où vous soumettez donc où vous enregistrez ces informations comme brouillon est très utile dans les contextes où vous vous trouvez sans accès à une connexion Internet. Et cela revient à la question qui était posée précédemment sur comment OASI vous permet donc d'utiliser ou d'être utilisé dans un contexte où vous avez peu ou une très mauvaise connexion Internet. Donc, grâce à cette connexion à cette intégration de TELA à votre instance, vous avez la possibilité de collecter des informations et de les soumettre quand vous retrouvez l'usage d'Internet. Vous avez donc la possibilité de les enregistrer et notez que lorsque vous les enregistrez pour une soumission ultérieure, ces données-là sont entièrement cryptées et inaccessibles par un individu qui n'a pas vos coordonnées ou votre mot de passe dans l'application TELA. Donc, voici donc brièvement comment TELA fonctionne, comment TELA vous permet donc d'entrer des informations dans OASI et comment TELA donc vous permet de travailler offline, c'est-à-dire de travailler sans connexion Internet, de manière à capturer ces informations, les garder et postérieurement ou ultérieurement, dès que vous avez accès à Internet, vous pouvez les transférer dans votre instance OASI. Et nous allons passer donc à la dernière étape de cette présentation qui également concerne un autre outil intégré à OASI que nous appelons donc Digital Evidence Vault ou coffre de sauvegarde d'évidence. Cet outil-là a été intégré à OASI parce que le contenu numérique joue un rôle de plus en plus important dans les enquêtes sur le droit de l'homme.
Nous avons donc travaillé avec notre partenaire, M. Enrique Piraces, qui est directeur du programme technologique du Centre pour la science des droits de l'homme de l'Université Carnegie Mellon, pour intégrer son outil, le Digital Evidence Vault, ou DEV, à OASI. Comment est-ce que cela fonctionne? Le Digital Evidence Vault, ou coffre d'évidence digitale, est une extension de navigateur web qui vous permet donc d'enregistrer et de préserver des copies des preuves numériques. Puisque cet outil est intégré à OASI, vous pouvez donc sauvegarder ces différentes copies ou ces évidences numériques directement dans votre instance OASI et ensuite continuer les différentes analyses que vous pouvez faire avec tout autre type d'informations. Cette extension-là, comme je le disais, vous permet de capturer les médias en ligne et en plus vous permet donc d'y extraire les métadonnées. L'extraction et la compilation des médias et de ces métadonnées sont faites de telle sorte que ces évidences-là ont plus de chances d'être admises ou acceptées devant un tribunal ou devant une cour de justice. D'où l'importance de cet outil dans votre processus de documentation des preuves numériques. Vu que nous vivons dans un monde où de plus en plus d'évidences sont dans un format numérique disponible sur les réseaux sociaux à travers un site web ou un blog, cette extension-là vous permet donc de capturer cette évidence, de conserver la nature authentique de ces dernières à travers les métadonnées ou autres informations y étant associées. Et vous pouvez donc y avoir accès dans OASI, non seulement pour des besoins d'analyse, pour des besoins d'études, mais également vous avez plus de chances de pouvoir les présenter comme preuves valables devant un tribunal. De plus, une fois que la connexion est faite, les différentes informations que vous capturez peuvent se présenter de cette manière-là. Ou vous pouvez avoir une vidéo que vous avez capturée d'un site web ou d'un réseau social, et vous pouvez l'avoir directement dans OASI, renseigné dans les modèles dont nous avions parlé. Donc, vous pouvez configurer un modèle spécifiquement pour les évidences, les capturer à partir de l'extension et ces derniers viendront directement dans ce modèle utilisable dans OASI.